Bonjour et bienvenue à On Jazz, édition du 26 octobre 2018. Martin Lemay en compagnie de Simon et de Luc Dansereau. Hello Luc. Salut Martin. Comment vas-tu? Ça va super bien, merci. Vendredi. Il fait beau, week-end. On va pouvoir se reposer. Vous l'avez mérité, vous aussi. Vous êtes à job, vous êtes aux études. À quand cette fin de semaine de 3 jours? Et j'ai hâte. Non, mais on devrait travailler 4 jours. Je vote pour toi. Oui? Oui. Aux élections. Semaine de 4 jours. Ouais. Bien sûr, on va parler du match d'hier. Le Canadien qui l'a perdu 4-3 face aux Sabres de Buffalo. Une équipe surprenante, les Sabres. Absolument. Je m'attendais à ce qu'ils soient meilleurs, mais... J'ai été surpris par la rapidité. Ben, Skinner amène cet élément-là. À un moment donné, il s'est fait ramasser par Jeff Petrie, par exemple. Ouais. Mais très rapide. Ouais. Bon match. T'as raison. Un bon point, match. pas ça. Puis le Canadien, tu sais, tout a eu les devants, 1-0, 2-1, 3-2. Pas été capable, tu sais, puis ça fait une couple de fois qu'on en parle que le Canadien pas capable de préserver son avance. Pas capable de Équipe jeune. préserver. Ah, équipe jeune. Fait partie de l'apprentissage. Ouais. D'ailleurs, avance. Ouais. D'ailleurs... Tu sais, j'ai pas de problème avec le premier but des Sabres, tu sais, que Jolson se fait prendre. Puis là, ça donne le 2 contre 1, puis il marque. Tu dis, c'est une erreur de jeunesse. Ouais. C'est ça qu'on veut que les jeunes jouent, qu'on les fasse jouer. Absolument. Qu'on fait jouer Mété, qu'on fait jouer Hudon, on les fait jouer. Ouais. Quand perdre, quand t'en perds une, c'est ce que je pense. On va avoir Normand Flynn qui va venir discuter avec nous autres du match d'hier. On a entre autres un extrait de John Tortorella, pas facile à dire, à vous faire entendre. Je pense que vous allez adorer. On parlait de Kotkaniemi également avec Normand, entre autres. Il y a le match Avalanche Sénateur ce soir sur nos zones à RDS. Faut savoir que c'est le premier match de Matt Duchene au Colorado depuis la transaction de l'an dernier. Bruno Gervais s'en vient également. On va y en parler, lui, de Mété, de Rasmus Dahlin hier, entre autres. Et Stéphane Leroux va venir finir le show. Il est loin. Il est parti voir Ryan Bailey. Et hier, bien qu'il ait participé à Hockey 360, Pelling n'avait pas joué encore, donc il l'a regardé jouer hier. On a hâte de voir à quel point il est bon ou pas bon. Tu sais, Stéphane qui voit les joueurs juniors régulièrement va pouvoir faire un parallèle. Si Pelling était dans le junior, le serait-il dominant? Et c'est quoi qui nous attend? C'est-tu un Jordan Stahl ou c'est-tu plus un Eric Stahl ou c'est-tu plus un Pat Stahl pantoute? On va jaser de Ryan Pelling. Qu'est-ce qu'on a entre les mains du côté du Canadien de Montréal? Qui, quand même, 5-2-2. Canadien l'affiche, Luc? Ça va bien? Deuxième défaite seulement en temps réglementaire. Mais Et voilà. après la défaite face aux Kings, je pense, ou aux Sénateurs, Claude Julien avait lancé le défi à ses joueurs en disant les bonnes équipes, c'est les équipes qui évitent les séries de défaites. Là, le calendrier va changer un peu pour les prochains jours. Ça va être un calendrier beaucoup plus challengeant. Donc, ce serait intéressant de voir comment le Canadien va rebondir. S'il rebondisse ou si, mettons, il se claque une série de 3 défaites. Oui, absolument. Puis on a posé la question aux gens. Je pense que tu n'en as pas parlé, là, qui devrait être laissé de côté. On a fait un beau petit montage de photos. On n'a pas suggéré 4 noms. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas mettre toute l'équipe sur la photo. Là. Ouais. Est-ce que ce sera... je te dirais que beaucoup de gens déjà répondent Andrew Shaw là, devrait être laissé de côté. C'est le cas de Francis Lapointe. Yves Dubois déjà sorti Shaw, inséré Hudon. Marco sur Facebook, PK et Shaw pourrait être remplacé par n'importe qui. Je salue Jesse sur notre page RDS. / On jase qui dit: j'ai découvert votre show seulement cette saison, je vous écoute à tous les jours mais rarement en direct. Il vient nous écrire un super beau message sur notre page On jase. Et ouais, Shaw, Deslauriers aussi. Simon Jesse écrit Deslauriers. Jesse, tantôt que tu parlais, il disait qu'il a fait découvrir le show à trois de ses chums en plus. Donc, thank you, Jesse. T'envoies ta carte de membre. Un gros merci d'être là. Là. Moi, je te pose une question. Puis, tu sais, c'est du brainstorm en live. Puis, je devrais pas faire ça. Mais, tu sais, tu me connais. Je suis un petit peu à côté de la traque. La question, on la voit pas sur notre page. Tu sais, on voit Martin reçoit Normand et Bruno. Mais la question n'y est pas. Tu savais-tu ça? On jase. Non, mais on va Tu sais, rajouter le ça. gars qui arrive sur notre page, je fais: c'est quoi la question? Je sais pas quoi répondre. Question. Salut Martin puis Luc. J'ai pas répondu à la question parce que je ne savais pas c'était quoi la question. On jase. Oui, absolument. Puis je viens de constater quelque chose. J'étais en communication avec Simon qui est à côté de moi. Semble-t-il qu'on a un petit peu des problèmes avec la diffusion sur Facebook. Oh. C'est des choses qui arrivent.
Je vais vérifier de mon côté si RDS.ca est fonctionnel. Je crois que oui, il n'y a pas de problème. On est là en audio, on est là en vidéo aussi. Donc, les gens sur Facebook, là, faites immédiatement le lien vers RDS.ca. Mais d'après moi, si ça ne marche pas sur Facebook, tu n'entends Non, pas dire de faire le lien. Non, ça se peut que ouais, contredis-moi pas là, parce que ça fonctionne. OK. Pendant ce temps-là, je vais saluer Éric Gagné qui dit bonjour, vous amenez une nouvelle auditrice. Si c'est possible d'accueillir Isabelle Bellec en ondes, ça serait malade. C'est fait. Si c'était possible d'accueillir Normand Flynn en ondes aussi, ça serait malade. Salut Normand! Salut les boys! Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va. Incroyable. On peut parler de la défaite du Canadien hier, mais je vais te faire entendre John Tortorella tantôt. Tu vas capoter. Ouais, du fun. Canadien qui perd hier 4-3 face au Sabre de Buffalo. Premier commentaire à la suite de cette défaite. Ben écoute, ça fait une coupe de game que le Canadien est devant, puis ils ont de la misère. Là. Contre Calgary, ça a passé bien proche de répéter ce qui est arrivé à Ottawa, c'est-à-dire mener 3-1, on remontait ça 3-2. Puis contre Ottawa, on sait ce qui est arrivé. Stone a marqué le but gagnant, on a récolté un point, mais c'est quand même un match qu'on aurait dû aller chercher 2 points. Dans le match suivant contre Calgary, c'est encore 3-1, ça monte 3-2. Touche le poteau, alors que Price est un petit peu en papillon, phalange sur la glace dans son demi-cercle. On est peut-être un peu chanceux là. On réussit à gagner le match. Dans le dernier, c'est encore la même histoire, sauf que là, on est peut-être un petit peu victime de notre indiscipline. Puis là-dessus, ben, tout le monde est au courant de ce qui est arrivé. Tout le monde a vu ce qui est arrivé. Puis c'est évident que ça n'a pas été une bonne punition au bon temps, mais je suis convaincu que si on est dans les séries éliminatoires, il n'y a pas de punition pour ce genre de geste-là. Mais en tout cas, ça, c'est un autre débat. Moi, ce que j'ai aimé, ce que j'ai aimé dans ce match-là, c'est que j'ai vu, en fin de match, dans un match serré, le jeune Kotkaniemi sur la glace. Il y en a qui vont dire « Ouais, il n'y a pas d'affaire là, ça a coûté un but, il est en opposition. » Regarde, si tu veux qu'il apprenne, il faut que tu le mettes dans le bain quand l'eau va être chaude. Là. Il va falloir qu'il y aille dans l'eau chaude un peu. Puis ce que j'ai aimé de Claude Julien, c'est qu'il l'a fait. Puis, tu sais, ça a peut-être coûté un but, mais moi, ce que je veux voir cette année, puis je vous l'ai mentionné à plusieurs occasions, je veux pas nécessairement les voir monter au classement. Je veux voir leur noyau de joueurs s'agrandir puis prendre d'expérience. Dis-moi, Normand, quand tu parles de Kotkaniemi, je vais régler quelque chose tout de suite. La fameuse punition à Joel Armia, c'est pas une punition. Je vais commencer par te faire entendre Claude Julien. Puis après ça, on va parler de cette histoire-là de pénalité parce que sans même qu'on parle de cette punition-là, je pense que c'est le collègue Luc Gina qui pose la question en disant les unités spéciales ont coûté cher ce soir et il s'en va tout de suite sur la pénalité à Joel Armia. On l'écoute. Pénalité à la fin qui nous a coûté le match. C'est sûr que c'était peut-être une pénalité difficile à digérer parce qu'il était... je dis pas c'est pas une pénalité, mais c'est pas une grosse pénalité. Puis dans un match comme ça, j'aurais peut-être aimé avoir une meilleure décision, mais ça reste quand même qu'ils ont été meilleurs que nous. C'est tout simple que ça. That's it. C'est la réponse qu'il aurait dû donner. Ils ont été meilleurs que nous. 42-22 les lancés. Les histoires de petites et de grosses punitions, ça n'existe pas normalement. Puis moi, après le match, là, je ne veux pas envoyer le message à mes joueurs. C'est fait voler par les arbitres. C'est à vous autres de ne pas vous mettre dans cette position-là à 3-3 puis de perdre 4-3, tout simplement. Ben oui, c'est encore l'histoire, comme je te dis, l'histoire se répète, tu joues avec le feu. Dans chaque match, tu sais, t'es dedans, mais là, c'est l'histoire de jouer 60 minutes. Ils n'ont pas joué 60 minutes ce soir-là, ça, c'est certain. Puis c'est évident que ça va leur coûter cher s'ils sont pas capables de coller 3-20 minutes réguliers avec une constance dans toutes les facettes du jeu. Mais ça, c'est vrai pour le Canadien, puis c'est vrai pour les 30 autres équipes de la Ligue nationale. Tu sais, c'est une réalité qui frappe les autres équipes aussi. Tu sais, des matchs comme ça, tu vas en gagner. Des matchs comme ça, tu vas en perdre. Il faut que tu minimises les matchs où tu te bats toi-même. Puis dans ce match-là, les pénalités incluent peut-être le manque de concentration, manque d'effort à des occasions. Tu te bats toi-même. Quand il dit qu'ils ont été meilleurs que nous, je pense pas qu'ils ont une meilleure équipe que nous. Exact. Mais je pense qu'ils ont été plus travaillants, plus ça game, comme on dit, plus dans le match, plus concentrés pour finir avec le 2 points. Puis, comme tu l'as dit, qui travaille plus fort que nous, ça s'est vu dans les batailles à 1 contre 1. Le Canadien ne les a pas eu le meilleur là-dessus. Là. Non, puis, tu sais, pour la raison de ça, des fois, j'entends des propos qui disent « Ah, ils sont fatigués. » Écoute, combien de fois qu'ils ont eu des matchs en 2 soirs cette année? Pas un. Ils n'ont pas eu une, tu sais, à part, on peut dire, OK, 2 fois Pittsburgh, là, mais ils n'ont pas eu un calendrier tellement épuisant
L'autre question que je peux envoyer à ça, c'est pourquoi notre gardien de but numéro 1 n'était pas devant le filet? Tu vas me dire, normalement, c'est un autre débat, mais ça fait partie de l'équation. Là. S'il est là et il est capable de sauver le match, on va peut-être chercher un point au lieu d'en perdre 2. Fait que c'est évident que toutes ces petites questions-là, mais une en arrière de l'autre, à ce temps-ci de l'année, c'est une question de reposer ton gardien de but, comme tu as dit. Je sais pas pourquoi qui que ce soit serait fatigué à ce temps-ci de l'année, là, surtout pas avec la cédule qu'ils ont eu, avec le calendrier qu'ils ont eu. Fait que non, et l'aspect travail, ça devrait pas être présentement là un argument pour perdre un match de hockey. Puis pourtant, ça l'a été. Puis comme je l'ai dit tantôt, pas pour 60 minutes, mais pour des parties dans le match où ils se sont fait battre. L'autre côté était meilleur sur la rondelle que nous autres, était plus vite ses batailles, puis il gagnait les batailles. Chose que nous autres, on a fait, que le Canadien a fait contre Calgary, par exemple. Il était premier sur la rondelle, il gagnait les batailles. En tout cas, ils l'ont fait dans les 40 premières minutes. Quand Calgary a poussé le poule en troisième, là, tu as vu qu'on a un peu plus de difficulté, mais quand même, le Canadien, quand il pousse le pas, il presse le pas, puis il met un échec avant soutenu, puis il travaille pendant 20 minutes. Depuis le début de l'année, en tout cas, ça a rapporté. J'ai pris en note l'histoire du gardien de but. Si ça te tente, on va en débattre dans quelques minutes au sujet de Carey Price. Mais avant, je vais finir l'histoire des punitions. Là. Andrew Shaw, encore une fois, là, puis tu sais, Claude Julien là, il commence à manquer de subtilité. Là. Quand il est venu le temps de parler d'Andrew Shaw, tout de suite, il a dit là, lâchez-moi les autres parties. C'était pas des punitions méritées, les autres parties. Mais aujourd'hui, il doit prendre ses responsabilités. Donc, tout de suite, il a voulu défendre Andrew Shaw. Fait que, tu sais, là, ceux qui espéraient voir Shaw sortir de l'alignement pour voir Hudon rentrer, je pense qu'il va falloir attendre parce que quand après le match, Julien défend Shaw, d'après moi, Shaw va rester dans l'alignement. Commence-t-il à être un problème, Andrew Shaw? On parle de ses pénalités, mais il a aussi coûté 2 buts à Mété, entre autres, un but. Là, il a coûté 2 buts au Canadien de Montréal. Là, tu sais, ça, c'est un sujet qui est délicat. Parce que le coach, sa job, puis pour avoir coaché assez longtemps, même si j'ai pas coaché avec national, je peux te dire que mes gars, je les défendais. Parce que si tu veux que tes gars y aillent à la guerre pour toi, puis quand tu vas dire go, qu'ils y aillent, il va falloir qu'ils sentent que quand ça va pas bien pour eux autres, tu es en arrière des autres. Puis c'est exactement ce que Claude a fait. Puis tu peux pas te permettre de blaster un gars dans les médias puis espérer que ce gars-là va avoir le goût de t'en donner, à moins que tu lui serves une leçon. Mais ça marche plus comme ça, là. Ça marche plus comme ça dans la Ligue nationale. Faut que tu sois beaucoup plus subtil puis un bien meilleur communicateur. Puis il faut que tu trouves une autre façon pour que ça marche. Fait que ceci étant dit, le problème avec Andrew Shaw, c'est que quand ils ont été le chercher, c'était dans une autre époque. Lui, il est le seul gars qui a gagné 2 Coupes Stanley. L'autre qui a gagné une Coupe Stanley, c'est Niemi. Fait que ça lui a donné, quand il est arrivé, une position privilégiée. Parce que quand il est rentré dans le chambre-là, là, regarde à gauche, regarde à droite, on parlait qu'on manquait de leadership, on parlait qu'on manquait de vécu, puis le plan de Bergevin, c'était évidemment de gagner une Coupe Stanley. Là. Quand il recule de 3 ans, avant qu'il fasse l'acquisition de Shaw, il avait besoin de présence dans le vestiaire, qui était qui avait du leadership, du caractère, puis qui avait de l'expérience, du vécu de gagnant. Ce que rassemblait Andrew Shaw. Mais ce qu'on a oublié, nous autres à Montréal, c'est qu'Andrew Shaw, dans l'équipe où il a gagné 2 Coupes Stanley, Blackhawks de Chicago, il était sur un 3e trio. Il jouait un rôle extérieur du noyau. C'est pour ça qu'il est parti de Chicago, parce qu'il ne faisait pas partie du noyau. Il faisait partie des gars à l'extérieur du noyau. Mais Bergevin n'est pas capable d'aller en chercher un dans le noyau. Ça se fait pas. Ça va prendre une bombe qui va sauter à Chicago pour que ça arrive. Fait que pour l'instant, qu'est-ce qu'il est allé chercher? C'est un gars pour aider son équipe. Le problème, c'est que nous autres, les Canadiens, ils n'ont pas encore l'équipe pour compétitionner. Fait que Andrew Shaw, avec les années s'accumulent sur ses épaules. Il a juste 27 ans. Là. Pas une personne âgée, lui, là. Il a 27 ans. Mais son style de jeu, puis ce qu'il apporte à l'équipe, ça pèse lourd sur lui. Là. Lui, là, c'est rendu maintenant un gars de 4e trio. Puis là, la discussion que Claude doit avoir avec lui, puis je suis sûr qu'il l'a eu après le match, ou ce matin, ou il va l'avoir après-midi avant le match, c'est, regarde, Andrew, tu peux pas te permettre de faire ça. Parce que je peux t'enlever de l'enlignement, là, mais je veux pas traiter un vétéran comme ça. C'est là où ça devient problématique. Parce qu'à chaque fois que tu traites un vétéran comme ça, ou une signature de Bergevin, c'est une flèche envers ton GM. Ouais. Tu mets Osler dans les estrades, c'est une flèche envers ton GM. Tu mets Armia dans les estrades, c'est une flèche envers ton GM. Tu mets Andrew Shaw dans les estrades, c'est une autre flèche. C'est tous des gars qui est allé chercher, lui. Là, tu dis, non, tu comprends-tu? C'est un peu difficile à gérer. J'ai hâte de voir les décisions qui vont être prises avec lui. Moi, je sais comment je m'en occuperais, là, mais j'ai hâte de voir la décision de Claude pour la majorité. Comment tu t'en occuperais? C'est notre question aujourd'hui.
Qui tu sors de la formation? Moi, Tu sors-tu quelqu'un de la formation? Est-ce que Hudon revient contre les Bruins de Boston? Donc, sortir Andrew Shaw, c'est une affaire, mais sortir Andrew Shaw contre les Bruins, c'en est un autre. non. Exact. Exact. Tu as tout compris. Puis moi, je pense que là, il faut que Claude il fasse un statement avec Andrew Shaw. Puis moi, c'est évident que ça serait ma façon de faire. Mais je m'assois avec mon vétéran. Premièrement, le vétéran, tu ne veux pas qu'il apprenne qui est en dehors du line-up aux nouvelles ou ailleurs. Il faut qu'il l'apprenne de ta bouche à toi si jamais ça arrive. Mais avant ça, il faut que tu aies une discussion avec lui. Je ne sais pas s'il y a déjà eu cette discussion-là avec Andrew Shaw. Ça, je ne suis pas au courant. Mais ce que je peux dire, que si ça n'a jamais été fait, là, c'est le temps idéal de le faire. Puis je mets les points saisis puis les cartes sur la table avec lui dès l'instant. Oui, je vais avoir besoin de toi si jamais on se rend dans les séries. Tu es un vétéran, tu as gagné des Coupes cette année, je n'ai gagné une. Je sais exactement ce que ça prend pour en gagner une. Puis tu vas m'aider à en gagner une si jamais on se rend là. Mais présentement, la situation est la suivante, Andrew. Tu n'es pas un gars qui joue ses 2 premières lignes. Tu es un joueur d'utilité. Puis tu es payé comme un joueur des 2 premières lignes. Mais le problème avec ça, là, c'est que moi, je veux te garder dans l'alignement. Mais faut pas que tu me donnes des raisons de te sortir. Fait que faut que tu restes dans l'alignement. Fait qu'à ce soir, là, c'est un challenge. J'ai besoin de toi, Boston. J'ai besoin de ton caractère. J'ai besoin de ton leadership. J'ai surtout besoin de du fait que tu as gagné les Coupes cette année, puis tu dois savoir qu'est-ce que ça prend pour gagner. Fait que faut que tu me le démontres à soir avec moi. Pour moi, à soir, il est dans le line-up. C'est pas lui qui sort. Que ce soit lui, que ce soit Hudon ou Deslauriers, c'est un autre gars qui est pas dans le line-up. Je veux challenger Shaw parce qu'il faut que je règle ce problème-là. Mais s'il y a déjà eu cette discussion-là avec lui, si ça a déjà été fait, puis là, on est rendu une deuxième fois, là, peut-être il va être le temps de passer la parole aux actes. Normand, les estrades. Normand, qui joue, qui sort? Mais pour moi, Shaw, il joue. Deslauriers peut sortir. Si j'entre en Shaw, Deslauriers peut sortir tant qu'à moi. Est-ce que Hier, Deslauriers, là, il a été bien ordinaire, puis je peux rentrer Hudon en place de Deslauriers. J'ai pas de problème avec ça, moi. OK. Aucun problème avec ça. Serais-tu confortable avec Shaw au centre, Deslauriers à gauche et Hudon à droite? On sort PK? Oui, on peut faire ça aussi. Tu sais, regarde, comme je t'ai dit déjà, t'as des joueurs dans le milieu qui sont dans le cercle, t'as d'autres autour du deuxième cercle, puis les troisièmes. Le troisième cercle, là, pour moi, c'est méchant ce que je vais dire, là, mais c'est du remplissage. C'est des gars qui, tu vas retrouver sur UFA, tu vas retrouver, à période limite des transactions, il va en avoir un paquet de ces gars-là. C'est plate à dire, mais c'est ces gars-là. C'est souvent des gars qui ont une job, et c'est momentané, ça va rester dans ton équipe peut-être 1 an ou 2. Ils vont patauger, mais après ça, ils vont changer d'adresse. C'est évident que ces gars-là, ils deviennent des joueurs d'utilité, puis dépendant à qui t'affrontes, moi, c'est sûr que j'aime mieux affronter Boston avec Andrew Shaw dans mon line-up, ça c'est certain. D'ailleurs, allez-y de vos réponses sur notre page Facebook ainsi que la page RDS. Qui, selon vous, doit rester dans l'alignement avec tout ce que Normand vient de raconter au sujet de... Moi, je vous le dis, là, Boston, je ne sors pas Shaw, je ne sors pas Deslauriers. Je sors PK. Luc, tu as des commentaires? Ben, plusieurs commentaires, Normand aussi. C'est sûr que Shaw, tout le monde le raye de l'alignement. Je te dirais c'est assez unanime. Mais là, je veux voir avec ce que Normand vient de dire. Oui. Je veux voir si le monde change d'idée. Ben, on va le voir en direct. Là. Avant l'intervention de Normand, c'est sûr qu'il y avait plusieurs commentaires. Danny dit Hudon à la place de Shaw. Hudon plus rapide, plus de main. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça que c'est pas le même type de joueur. Je vais prendre la question le commentaire de Darwin sur notre page On Jase. Il dit est-ce que Shaw a une valeur marchande? Tu sais, ce dont tu parlais, Martin Gaston, Normand, je vais y arriver. Pour les gens qui sont mêlés, on n'est pas 8. Martin et Normand. Est-ce que... C'est là qu'il va y avoir du monde sur le show, tu sais, le show populaire, ça prend plus de monde. Mais je vais inviter tous les auditeurs parce qu'ils sont nombreux à réagir aussi, fait qu'on va être, je sais pas moi, 8000. Est-ce que Shaw a une valeur marchande? Tu parlais tantôt des séries, les Canadiens pas encore rendus là. Est-ce qu'à la fin ou à la date limite des transactions, est-ce que lui pourrait partir éventuellement pour, je sais pas, des choix? Non, t'en as pas de comme ça, mais Normand, je te laisse répondre. Moi, je suis sûr qu'il y a une équipe à penser à lui, convaincu. Une équipe qui a une place en série, qui est assurée d'une place en série, qui a besoin d'un vétéran, qui est un gars d'utilité. Tu sais, il faut lui donner ses lettres de noblesse à Shaw, là. Il va se mettre le nez dans la poussière quand c'est le temps, puis il n'a pas peur d'affronter qui que ce soit. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire « Ah, mais il est blessé, puis il y a eu une commotion. » C'est vrai, tout ça. Mais regarde son pédigré durant une série, il s'est présenté. Puis comme j'ai dit tantôt, là, on parle pas d'un gars de 35 ans qui est fini. Il y a 27 ans, Andrew Shaw. Là. Il y en a encore à donner, d'après moi. Là. Il y a encore quelques bonnes années. Son contrat, il est lourd pour qu'est-ce qu'il rapporte, c'est vrai. Mais moi, je suis convaincu qu'à la date limite des transactions, il y a une équipe qui va penser à lui. Si Bergevin le met là, puis je suis convaincu que
que Marc Bergevin va le faire, puis surtout si le Canadien n'est pas dans le portrait. Ce qui va être intéressant de voir, si le Canadien est dans le portrait, là, ça va être intéressant de voir. Est-ce qu'il croit en lui assez pour le garder, pour aller jusqu'en série puis faire aider son équipe? Ça va être un autre moment important dans la carrière du GM. Mettons, 30 secondes, Normand, y a-t-il une raison pourquoi il semble que le Canadien soit indiscipliné en général? Le Canadien, c'est une équipe qui est en poursuite de rondelles constante. Fait que c'est évident que à faire ça, tu prends des pénalités. Puis l'autre raison pourquoi ils prennent des pénalités, ils perdent des batailles un contre un, tu l'as dit tantôt. Ouais. Et quand tu perds des batailles un contre un, tu cours après le puck encore. Là. Ouais. Et en courant après le puck, ben, c'est sûr que tu as des chances d'avoir plus de punitions. Fait que c'est un peu leur équipe. Regarde les punitions qu'ils prennent. Tu sais, beaucoup de punitions de bâton. Tu essayes de contrer l'adversaire. Quand c'est toi qui as le puck, c'est rare où tu prends des punitions. Et quand tu n'as pas le puck, souvent tu cours après pour le rattraper, pour le revoir, ben là, c'est là que tu en prends des punitions. Puis dans le cas où, comme tu sais, l'autre soir, Calgary, en troisième période, on a eu, je pense, 3 punitions mineures de bâton de suite. On a donné la chance à Calgary de revenir, même à 5 contre 3. Ils avaient scoré leur deuxième but à 5 contre 3. Pourquoi qu'on prend des punitions? Là, on courait après eux autres. On courait après le puck. Fait que c'est évident que tu as plus de chances d'être puni dans ces situations-là. OK. Écoute, je suis déjà un petit peu en retard, mais je voulais te faire entendre John Tortorella, mais avant, je veux qu'on finisse notre petit débat qu'on a commencé sur les gardiens de but. Tu sais, je comprends que Price, il n'est pas une question de fatigue, tout ça, là, mais Niemi va avoir joué 2 fois dans le mois, ce qui n'est pas exagéré, et 3 fois parce que Price était malade. Et l'autre raison, c'est que Price peut profiter d'une bonne pratique parce qu'il est encore croche. T'sais, même si son attitude est bonne, il est croche un peu dans les filets. Il a besoin de raffiner certaines techniques avec Stéphane Way. Fait que ça lui a donné une bonne journée de pratique hier. T'as arrêté quand même avec Price, ça? Ben, en tout cas, moi, regarde. Vas-y, je veux ton avis. Moi, je suis là pour te dire. Écoutez, là, moi, je suis tanné qu'on le protège, le gars. Il a 31 ans. Il peut-tu prendre ses responsabilités? Il vient de signer le plus gros contrat qu'un gardien de but, qu'un joueur du Canadien a signé ever. Il peut-tu jouer à la hauteur des attentes, lui? On peut-tu en donner un peu plus pour voir s'il est capable de nous amener en quelque part? Là, c'est toujours de le protéger, puis il faut pas qu'on fasse ci, puis il faut pas qu'on fasse ça. Et moi, je suis tanné d'entendre parler de ça. Ça n'a aucun sens. Lui, là, je n'ai eu des bons goalers dans ma petite carrière de coach, là, junior, puis midget, puis etc. Là. Je te les nommé un en arrière de l'autre. Là. C'était tous des gars qui ont monté dans la Ligue nationale, tous des superstars. Puis j'ai jamais eu de traitement de faveur pour ces gars-là, moi. J'ai jamais entendu Martin Brodeur chialer parce qu'il gaulait 2 games en ligne. J'ai jamais entendu José Théodore dire qu'il n'était pas content parce qu'il gaulait 2 games en ligne. Même affaire avec Stéphane Fizet, même affaire avec Félix Potvin. J'en ai eu un paquet de bons. J'ai jamais entendu ces gars-là chialer, tu me fais trop gauler. Puis, faut faire attention, là, ben là, il faudrait donner un psychologue parce que là, il n'a pas l'air filé, là. Sa femme est enceinte, peut-être qu'il fait le pas. Faudrait donner une journée de congé. Hey, arrêtez-moi ça, là. Moi, je suis tanné d'entendre ça. Écœuré, tanné. Pour moi, là, il arrêtait dans le net hier. Pourquoi? Il faut que le Canadien ramasse le plus de points possible. Parce que leur objectif, c'est de faire des séries, d'après ce qu'on entend. C'est bien mieux d'en ramasser des points de suite, parce que tout à l'heure, ils vont être tough à ramasser. On n'a pas une grosse équipe physique. Moi, j'ai peur à la deuxième portion. Avant que si ça dégringole pas trop en première portion, on va peut-être encore avoir des chances d'avoir une saison puis de graffiner et faire une place en série. Mais si on en échappe trop contre les Sabres de Buffalo, les Red Wings de Détroit, des clubs, tu sais, on a battu Détroit correct, mais ces équipes-là qu'on est capable de battre, là, il faudrait tout le monde qu'on ramasse des points. Moi, hier, pour moi, c'était un match important. Contre Boston, là, j'aurais shooté Niemi. Pourquoi? Parce que je pense que Boston est une meilleure équipe que nous autres. Puis j'ai peur que Boston, il nous fasse mal pareil. Fait que je me dis, mets-les Niemi, là. C'est le temps. Tu vas reposer Price, mais avec un 2 points en arrière de la cravate, là, contre Buffalo, là, je t'arrive un peu plus confiant à Boston. OK, j'aime ça. Mais là, je vais prendre le début de ta réponse jusqu'à la fin, Luc. On prend ça, la réponse à Normand. Hey, on le débaptise aujourd'hui. Ouais. Puis Normand vide son sac sur le traitement de faveur que Carey Price a. J'adore ça. Non, mais t'as gaulé, toi. Martin, t'es pas écœuré d'entendre ça? Ben, puis tu sais, moi, en plus, je suis pas influençable dans la vie, mais tu sais, tu me fais réfléchir. Tu me fais réfléchir, si tu veux, ou girouetter, ou appelle ça comme tu veux. J'ai envie de te dire, ben oui, t'as raison, je vois le vert. Puis en plus, m'allait dire, hey, t'en as eu des bons, toi? Alors, on a eu des Christy de bons, là. Moi, là, les gars venaient me voir dans mon bureau. Hey, c'est à moi le net, là. José Théodore, il avait 16 ans. Mon autre gars, là, il en avait 20. Il disait, non, je veux le net, moi, là. J'avais promis 25 games. Il en voulait 40 sur 72 qu'on en joue, là, dans le junior majeur. Il voulait les avoir, lui. Mais je comprends pas que Price ne rentre pas le bureau des fois à dire à Julien, hey, buddy,
je vais la gagner la prochaine. Là. Moi, embarque-moi ça. Là. Embarque-moi dans le net, je vais la gagner la prochaine. Tu sais, il me semble, on dirait, là, je suis à l'extérieur, je ne le vois pas. Là. On dirait que c'est l'attitude que on va pas le voir, on fait attention. Tout. Il y en a-tu du caractère, lui? Il peut-tu se lever dans la chambre et aller voir les gars, les boys, donnez-moi-en 2 à ce faire, là, puis m'a gagné la game. Tu sais, je ne sais pas s'il est comme ça. Moi, ceux que j'ai eu, les bons, là, qui a commencé par Martin Brodeur, là, écoute, c'était ça l'attitude, là. Donne-moi-en 2 goals, là, puis ça va être assez, les boys, à soir. Mais Patrick Roy, j'écoutais Benoît Brunet, puis il en parlait, puis c'est ça qu'il disait. Il disait, les boys, à soir, là, 2 goals, puis ça va être réglé. On va vous arranger ça dans le net, moi. Allez m'en chercher 2, ça va être assez. Tu sais, ça, c'est un gars qui va t'amener à gagner. Mais je le sais pas. L'autre, c'est parce que on est trop alentour pour on le met dans Watt, je le sais pas. Bon, ben écoute, Normand, je sais pas, mais les gens réagissent sur Facebook. Martin, à ce salaire-là, qu'il fasse son travail. Danny est d'accord avec toi aussi sur Facebook. Sur nos pages On Jase, c'est également le cas. Là, regarde, 100% d'accord avec Normand. Bien dit, Normand. Price aurait dû garder les buts hier et demain. Normand n'a pas la langue de bois. Exact, Normand, maudit niaisage de fatigue de goaler. Normand devrait aller bûcher une corde de bois pour se défouler. Ça, je le fais aussi. C'est bon. Hey, je te fais entendre John Tortorella, puis ça dure 1 minute, puis je te fais réagir par la suite. Game, and it's not pretty. Game's changed. And for some dinosaurs that are in it, it's very frustrating, I have to admit. Conversations on the ice amongst opponent on a face-off, and it's like a big hug fest sometimes. I don't know if they have so many meetings with this NHLPA and all that stuff that goes on, but there's no hate, and I miss that. And it frustrates the shit out of me, quite honestly. Damn, I miss the old school. I'm coming at you, and we'll have a beer after. But do we have to talk about it on the ice right now? Yeah. You know, that's sickening to me, quite honestly. Je ne sais pas comment tu as trouvé ça, Normand. Je vais résumer pour les gens qui n'ont peut-être pas tout saisi le message de John Tortorella. La game est rendue soft. Il n'y a pas assez de haine sur la glace. Ça jase sur la glace ou qu'on va prendre une bière après. Je m'ennuie du temps où ce que tu sais, c'était je m'en vais puis je pars après toi, mon tabarouette. Puis il dit, moi je sais que je suis un dinosaure, là, mais il dit, ça me frustre. C'est à peu près le résumé de ses propos. Trouves-tu qu'il manque de rage dans le hockey d'aujourd'hui? Ben, moi, je trouve qu'il a bien raison. Écoute, je trouve que c'est plus un spectacle. Moi, je l'aime, Tortorella. Il y en a qui ne l'aiment pas. Là. Moi, je l'adore. Et c'est sûr qu'il y a des affaires que c'est peut-être en dehors du hockey d'aujourd'hui. Tu sais, les gros gars qui se battent, je suis d'accord, ça n'existe plus. Mais la hang, ça t'empêche pas d'avoir de la hang. Tu sais, les chums, ça glace, je crois pas à ça. Comme il dit, après, quand c'est fini, oui, tu peux être le meilleur gars au monde, c'est parfait. Mais quand la cloche sonne puis on est dans l'arène tous les deux, faut qu'on se batte jusqu'à... Tu sais, faut qu'on se batte jusqu'à temps que ça arrête. Puis c'est comme ça, la nature de la game. Puis le gars dans les estrades, c'est ce qu'il veut voir. Le gars, il veut voir son équipe se donner corps et âme, puis il aime pas ça voir les chums à la glace. En tout cas, moi, personnellement, je suis d'accord avec les propos de John Tortorella. J'adore ça. Normand, bon show encore une fois, tu nous as donné. À soir, Sénateur Avalanche, retour de Duchesne au Colorado pour la première fois. T'es sa game à soir. La game, je ne me trompe pas, est à 21h. Petit 20 secondes pour inviter les gens à venir t'écouter à soir. Ça va être bon parce que quand Matt Duchesne est parti de Colorado, il est arrivé quelque chose au Colorado que personne ne comprend encore. Bang! McKinnon est devenu... C'est lui qui avait tout le spotlight, puis là, il est devenu le gars qui est le leader de cette équipe-là. Ouais. Ils ont d'autres bons jeunes, il y a une bonne jeune équipe, mais cette équipe-là est transformée depuis le départ d'un joueur. Fait que je ne sais pas la réaction, j'ai hâte de voir comment les gens vont réagir face à Matt Duchesne, quel genre de réception il va avoir, mais assurément que ça va être un match à suivre, puis j'ai hâte de voir ce que Duchesne va amener devant ses anciens partisans au niveau des points et des statistiques, parce que les Sénateurs ont besoin de lui pour faire les séries si jamais c'est ça qu'ils veulent faire. Norm, toujours le fun de te jaser. On reprend ça la semaine prochaine. Bonne game à soir, je te regarde. Yes, sir, les boys. Merci. Bonne journée. Bye. Les gens, tu sais, on l'avait dit, hein? On rentre Normand, on le veut comme régulier, puis ça fait longtemps qu'on essaie d'y faire une place. Parce que Normand, c'est ça. Un moment donné, pow! Ça saute. Que t'aimes pas, ça saute. Là, aujourd'hui, les gens sont d'accord, sont contents. Ben oui. Mais tu sais, y a-tu du monde qui suit la game quand ils disent « Normand, va bûcher une corde de bois? »
C'est parce quoi? que Normand a déjà parlé que, tu sais... C'est parce que les gens nous écoutent. Ouais. Les gens nous écoutent. C'est super intéressant de recevoir vos commentaires. Avant de laisser les gens sur Facebook, puis encore une fois, je sais que la diffusion sur Facebook a été un petit peu chaotique. Je pense que c'est rétabli. Nous étions sur rds.ca, / on jase tout au long de l'émission et ça fonctionnait super bien. Donc, éventuellement, si vous voulez faire le transfert vers nos pages. Éventuellement, comme là. Éventuellement là et éventuellement dans le futur. Ouais. Venez faire un tour sur notre page. C'est là que la totalité du podcast est diffusée. Guillaume, sur notre page, dit d'accord avec Tortorella. Tous les joueurs qui parlent et rient ensemble sur la glace, tu dois haïr ton adversaire. Puis là, il dit même aux 4 glaces de brossard dans les ligues de garage, ça rage plus que ça entre les joueurs. J'ai trouvé ça drôle comme commentaire. Mais pourtant, Martin, on a-tu déjà joué? Non, on n'a jamais joué contre. Hein? Non, c'est toujours ça, ensemble. Toujours ensemble. Tu es un Pacifique, toi. Oui, je suis un Pacifique. Mais je chicanerais tout seul. Toi, ça? Moi, Toi, tu chicanes avec tes poteaux. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai un mauvais caractère, je suis tannant. Toi, t'es un Pacifique. Si je voudrais me pogner avec toi, si je voulais me pogner avec toi, je me pognerais tout seul. Je pense que, avec ton poteau. Ouais, c'est ça. C'est ça. Les gens ont beaucoup réagi par rapport à Carey Price aussi, de son utilisation. Phil, il va de son salaire pour. Là, il dit à ce prix-là, c'est pas pour 55 matchs, c'est minimum 68, 70. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va être là demain, assurément, contre les Bruins de Boston. Puis il y a des matchs importants la semaine prochaine aussi. Dallas, Washington et Tampa Bay. Puis c'est jamais deux en 2 soirs. Donc j'imagine qu'on va voir Carey Price 3 fois la semaine prochaine. J'ose croire. On l'espère. All right. On vous l'a dit, Stéphane Leroux s'en vient dans quelques instants. Lui qui est au pays de l'oncle Sam, c'est-à-dire celui de Donald Trump, pour aller voir Ryan Poehling qui a joué hier. Donc, on va aller discuter avec Stéphane dans quelques instants. Mais juste avant, on va aller rejoindre Bruno. Est-ce que Bruno est en ligne? Non, on est en train d'établir la communication. Mais ce qu'on va faire, je vais réinviter les gens à quitter Facebook. On est encore sur Facebook? Oui, la diffusion se termine sur Facebook. Venez nous rejoindre sur rds.ca. Bye Facebook, rds.ca, on est là. Voilà, c'est fait. T'as pas long? Frédéric, non, ça a bien été. Frédéric, sur notre page, dit Price est décevant. Son équipe joue bien. Il doit se lever pour prouver qu'il est encore dans les meilleurs. Mais depuis 2-3 ans, je ne sais pas pourquoi il ne montre rien. On le compare à Roy. Je pense qu'il n'en est rien. Il y a un point que je veux... C'est deux personnalités complètement différentes. Tu as l'enragé Patrick Roy. Oui. Puis tu as le calme Carey Price qui, lui, tout est... calculé, puis tu comprends-tu, puis je fais ma job, etc. Puis tu as le Patrick Roy qui vit sur l'adrénaline, qui se auto-challenge pour... Tu comprends-tu? En tout cas, Price, lui, c'est... Non. Tu parlais de Pacifique tantôt et d'enragé, c'est un peu une bonne comparaison. Exactement. Puis, tu sais, je vais donner un exemple, là, pas obligé de me peser 300. Là. Paul Byron, là, la game commence. Pas hier contre Buffalo, l'autre d'avant, c'était contre Calgary. Les coups de hockey sur le face-off avec son gars à mise en jeu, il n'était pas en train de l'inviter à souper, c'est sûr. Là. Puis c'est son ancienne équipe à part de ça. Puis ça jouait de l'escrime en tabarouette. Bruno Gervais, comment ça va? Martin, ça va très bien, toi? Ça va super bien. Hey, salut Bruno. C'est rare que quelqu'un salue Luc, là. Ouais, mais là, il faut. T'as raison, il faut. Il fait une solide job. Mais, regarde, je vais commencer tout de suite avec toi. On parlait des commentaires de John Tortorella. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Je peux te résumer si tu veux. Je les ai entendus, oui. Trouves-tu que la game est rendue soft? Trouves-tu que vous êtes rendu trop chum sur la glace? Ça l'a changé. Ça l'a beaucoup changé. Je me rappelle, j'écoutais même Normand parler. J'avais plein de souvenirs. Junior, on avait commencé une série contre Chicoutimi. Nous autres, on était à Batters. Puis à Batters, avec Lévi Mercier, c'était la House of Flames qui avait ramené de Laval. On n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit de parler aux joueurs. Puis on ne pouvait pas être vu en train de parler aux joueurs. Puis c'était le message clair de Léo Guy. J'avais beaucoup d'amis ou d'anciens coéquipiers du J3 de l'autre côté. Puis je leur disais à travers mes dents, on se parle après, arrête. Là, c'était la guerre sur la glace. En gros, les gars, l'esprit de compétition va ressortir. Tu sais, quand tu arrives pour une rondelle où il n'y a pas de laisser-passer, tu arrives pour une rondelle, tu compétitionnes le plus que tu peux, tu le vois. Depuis le début de l'année, il y a des bonnes mises en échec, il y a des coups, il y a même des batteurs qui vont arriver en deux amis, 2 gars qui s'entraînent ensemble l'été. Ça arrive encore, ça, mais le jeu a changé. Ça se démontre plus comme c'était avant.
Tu sais, aux jeunes d'aujourd'hui, là, on parle à tout le monde, on explique, le gars, on joue tous ensemble, puis il faut respecter son adversaire, puis on est sur le jeu, tout le monde s'amuse, tout le monde est égal, c'est correct, tout le monde a gagné ensemble, puis fait que t'amènes cet esprit-là de gars, et je peux te souhaiter la meilleure des chances, je vais être gentil avec toi au face-off, puis après, je vais travailler le plus fort que je peux, puis toi aussi, puis lui qui gagne, gagne. Tu sais, c'est la mentalité qui est enseignée quand tu parles dans la jeunesse. Le jeu a juste changé. Puis ce coup de bâton-là est extra, le coup de poing en arrière de la tête, ou tous les petits signes qui allaient essayer de rentrer sous la peau de ton adversaire, sont pénalisés aujourd'hui. Tu ne veux pas faire ça pour mettre ton équipe dans le trouble. Fait que tout ce que tu peux faire, c'est de te concentrer sur ton jeu, finir ta mise en échec quand tu peux, jouer, être intense, prendre la bonne position devant le filet, mais il y a beaucoup moins de façons de démontrer ça. Avant, on se faisait donner des petits cours de trucs, de petits coups chiens qu'on peut donner à l'autre équipe, puis tu savais que même si c'était ton chum ou ton frère qui joue de l'autre bord, ben, il allait en manger un, lui aussi, c'était normal. Mais aujourd'hui, le jeu lui-même a changé, fait que ça devient encore plus difficile que ça soit facile à percevoir des estrades, cette hargne-là et cette intensité-là qu'il peut avoir entre deux joueurs comparativement avant. Je vais quand même me permettre de te relancer. Tu sais, Drew Doughty, Canadien Kings, match d'ouverture, et il s'est amusé à jouer du Sherwood puis à faire de l'escrime avec un peu tout le monde. Après que les Kings aient été pénalisés une première fois, il s'est dit, c'est pas vrai qu'on va nous en donner une deuxième, puis il s'en est donné. Tu sais, lui, là, cette journée-là, il n'a pas invité personne à souper. Il se donne encore des coups de cochon. Il y a des gars qui jouent chien encore. Ah oui, il y en a qui ont ce statut-là. Il y en a qui ont l'art de le faire. Ça devient un jeu à l'intérieur du jeu, a game within a game, de juste connaître l'arbitre, savoir ça va être quoi les limites, savoir avec. Puis dans le rugby, puis moi j'étais au match contre les Kings, et c'est une des choses qu'on a parlé en regardant le match. Il est en constante conversation avec l'arbitre, et il sait où sa limite, puis il a un statut. Lui, il a tout le temps joué comme ça, un petit peu comme. Moi, je me rappelle quand Chris Pronger jouait dans la Ligue, ben, il y avait les règlements pour toute la Ligue nationale, puis il y avait les règlements de Chris Pronger. C'était deux livres de règlements complètement différents. Il y a certains joueurs qui vont avoir ce statut-là, qui développent ces relations-là avec les officiels, avec les gens autour. C'est tout le temps la façon qu'il va jouer. Puis oui, lui, et même, tu sais, quand tu regardais les quatre défenseurs qui étaient beaucoup sur la glace pour LA, sans être tous des gars très physiques, mais Mosin, Faneuf, Doughty puis Martinez jouaient beaucoup avec la ligne entre qu'est-ce qui devrait être pénalisé ou qu'est-ce qui ne l'est pas, que ce soit pour les coups de Sherwood, les bâtons, l'interférence, les coudes, les mains hautes, sur tout. Ils sont tout le temps sur la ligne. Mais ça, c'est quelque chose qui se développe. Puis oui, quand tu vois quelque chose arriver comme ça, habituellement, tu veux que quelqu'un soit capable de répondre, que quand même aller en prendre une pénalité sur lui pour dire ramener les pendules à l'heure, pour dire qu'on n'acceptera pas ça. Les gens qui se joignent à nous, on n'a pas parlé des trios, on n'a pas parlé de ce qui se passait avec le Canadien pour une simple et unique raison. Ils pratiquent à 13h, donc ils pratiquent après le show. Mais on a quand même posé la question aux gens, Bruno, avec le match d'hier, l'indiscipline d'Andrew Shaw, entre autres, des Lauriers un peu plus absents, le Canadien qui s'est fait dominer hier face à des Sabres plus rapides ou aussi rapides qu'eux. Quelle formation que tu présentes demain face aux Bruins? Est-ce que face à des Bruins de Boston, tu peux sortir des Lauriers et des Andrew Shaw? Est-ce que Hudon rentre dans ta formation, Bruno? Bien, moi, je n'aurais pas peur de mettre Hudon dans la formation. Deux raisons. Premièrement, c'est pas qui j'enlève, c'est plus Hudon n'a rien fait. Vraiment, il y a eu les pénalités, mais il y avait un bon camp, il y avait un bon effort. Pour qu'il puisse apprendre une leçon, il faut qu'il puisse revenir de ça puis démontrer qu'il l'a appris. C'est de trouver une façon de se faire une place. Puis le match d'hier ouvre la porte à ça. On parle des pénalités, on parle de fait peut-être le quatrième trio. Quand tu veux bouger un petit peu les choses, ça a moins bien cliqué sur le quatrième trio. Ben c'est une porte qui s'ouvre. Fait que tu peux faire un changement. Hudon mérite de rejoindre l'alignement. C'est plus les Bruins que c'était. Tu sais, c'est pas. Aller à Boston, c'est pas comme ça a déjà été où tu devais avoir l'alignement le plus pesant possible ou le plus intimidant possible pour juste faire grandir tes joueurs dans la chambre pour que tout le monde sente une aisance sur la patinoire puis soit capable de jouer leur match sans se préoccuper des Thornton, des Campbell, des Lucic, même Horton. Il y en avait pas mal plus avant. La liste était longue. Là, tu as un Zdeno Chara qui, sans exagérer, lui, va venir mettre tout le monde à l'heure, comme la surveillante à la cour de récré, quand les choses brassent un peu, lui, il vient prendre les joueurs par les collets, mais c'est pas un gars qui va
sortir de son chemin pour aller être physique sur les joueurs du Canadien. C'est plus ce que c'était aller à Boston. C'est encore une fois, tu veux les prendre avec de la vitesse. Ça demeure une jeune équipe. Ça demeure une équipe qui va très bien présentement, les Bruins. Mais tu peux répliquer à ça avec de la vitesse, puis ça peut être une très, très bonne stratégie. Puis à ce moment-là, oui, tu peux enlever un chat et mettre un joueur comme Hudon puis avoir du succès. C'est pas le fait d'amener chat parce que c'est une équipe un peu plus imposante physiquement. C'est plus ce que c'était à Boston. Bruno, t'as-tu dit que ta formation, c'est chat out, Hudon in? Oui, si c'est moi l'entraîneur, la porte s'ouvre avec le dernier match, puis la rotation se fait sur le 4e trio. Même que peut-être Pekka, malgré qu'il est comme pris entre deux joueurs, que c'est un style complètement différent, sont tous sur une chaise maintenant qui peut bouger. T'as ramené Deslauriers, lui, il est plus il essaie de reprendre le rythme, il essaie de reprendre son sens du jeu, son rôle, qu'est-ce qu'il va faire avec la nouvelle stratégie, puis la nouvelle façon de parler de Claude Julien. Mais fait que lui, peut-être tu achètes un peu de temps, puis tu le gardes là, mais Pekka puis Chat, tu peux bouger ça. Est-ce que tu remets Hudon au centre, peut-être à la place de Pekka, tu veux garder Chat, ou tu mets Hudon à l'aile, tu gardes Chat, tu te promènes. Entre Pekka et Chat, là, moi, je ferais une place, j'aurais pas de problème à faire une place à Hudon pour le prochain match. Sam pose la question sur notre page. Évidemment, tu as vu Sherbak l'année passée dominer un certain moment dans la Ligue américaine. Cette saison, ben, visiblement, il n'y a pas la cote de l'entraîneur. C'est 9 matchs qui est laissé de côté. Tu as fait partie d'équipe dans la Ligue nationale. Tu as évolué dans la Ligue nationale. Sherbak, là, il se sent comment aujourd'hui? Puis comment lui peut faire pour réintégrer la formation? Tu parles de rapidité depuis tantôt. Là. Est-ce que... Bonne question. C'est très intéressant. Je dois dire que c'est ça qui tient son bâton serré. S'il est dans l'alignement demain, là, il va tenir son bâton serré, puis il va regarder les choses simples, il va aller sur la patinoire, il va juste pas faire d'erreur. Surtout quand ça fait longtemps que tu es là. Sherbak, c'est pas son style de jeu de jouer rapide. Il avait du succès dans la Ligue américaine quand il contrôlait la rondelle, même qu'il ralentissait le jeu. Il se positionnait bien. C'était un Chris Terry, un vétéran de la Ligue américaine, un premier pointeur de la Ligue américaine, qui était très bien placé sur son trio, avec lui en avantage numérique, qui lui permettait d'avoir cet espace-là, parce que tout le monde surveillait le lancer à Terry, puis ça donnait de l'espace à Sherbak pour manœuvrer, puis il y a eu des succès comme ça. Là, c'est un autre style de jeu complètement différent, où c'est nord-sud, on veut y aller avec énormément de vitesse, on va attaquer le filet. C'est un joueur qui patine vite, mais c'est pas un joueur explosif. Il va y avoir une différence entre faire un tour de glace à vive allure puis avoir une vitesse de croisière élevée comme lui a, ou un gars qui est capable de freiner de tourner sur un dizaine, de freiner ça, de repartir de l'autre côté, d'être les 3 premiers pas, l'explosion directement sur la rondelle, chasser la rondelle, créer un revirement, puis être capable de faire une passe tout de suite. Sherbak, c'est plus un gars qui, oui, il va avoir de la vitesse quand il en a besoin, mais sinon, tout le reste du jeu, c'est un peu au ralenti. Fait que ça devient dur pour lui de changer son jeu, son style, puis de venir avoir un impact avec le Canadien. Peut-être qu'il y a un talent, il y a un gabarit, il y a beaucoup d'outils. Je pense pas que le monde ait lancé la serviette sur lui. Moi, quand on pensait qu'il allait peut-être au balotage, j'ai reçu quelques appels de gens qui me posaient des questions sur lui à travers la Ligue pour savoir est-ce qu'il va être au balotage ou est-ce qu'on prend une chance sur lui. Il y a encore une valeur dans la Ligue. Mais est-ce que le Canadien va être capable de le placer dans l'alignement et qu'il y a un impact immédiatement? Ça va être difficile. S'il trouve sa place dans l'alignement, j'y souhaite qu'il fasse juste assez pour qu'il puisse se donner des matchs. Parce que ça va lui prendre du temps d'embarquer dans ce rythme de jeu-là. Puis on le voit, c'est pour ça qu'il est investissable présentement. Il a un très bon talent. Mais de jouer rapide, puis explosif, puis intense comme le Canadien le font présentement, c'est plus ou moins dans sa palette. C'est intéressant. Puis quand tu dis que tu as reçu des appels, tu l'as-tu recommandé? Qu'est-ce que tu leur dis dans ce temps-là? Ben moi, je leur dis que le talent est là. Puis cette année, moi, ce que j'ai vu au Ducan, même à partir, on revient l'année passée, quand il est descendu à Laval, l'attitude est là. Il l'a dit l'année passée, à Laval, il peut avoir un excellent match, un but, une passe, il a beaucoup de chances de marquer. Puis quand il parlait après la rencontre, ben, ce qu'il disait, c'est défensivement, j'ai fait cette erreur-là. Puis il était capable, il comprenait le jeu sur les 200 pieds. C'était une grande amélioration. Il avait pris une maturité. Il comprenait un peu plus qu'est-ce qu'il peut faire sur une plateforme pour aider son équipe. Puis c'est pas qu'il veut pas, tu le regardes aller, puis c'est que c'est un grand gabarit, puis lui, ça a l'air un peu plus mou.
quand il patine, ou c'est pas un petit Paul Byron. Paul Byron doit faire 3 coups de patin pour que lui en fasse un. C'est sûr que c'est différent à l'œil, mais il est là, il est intense. Je l'ai vu, il y a eu des bons matchs où il amène la rondelle au filet, ou tranquillement, ce qui se fait dire, il essaie de faire des choses qui sont pas dans son style de jeu, mais qui peuvent l'aider comme joueur, qui peuvent aider l'équipe, qui peuvent le garder à Montréal. Il fait toutes ces choses-là. Fait que des fois, c'est juste un style ou un mariage de style qui pourrait faire qu'il connaît du succès, ou que là, pour lui, présentement, c'est un peu plus difficile de coller. Fait que, mais tu sais, ça reste un gros gabarit, un gars qui a beaucoup de talent, puis une fois qu'il est parti, quand il décolle, il est rapide. Il est capable de jouer dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, une ligue rapide. Fait que, moi, c'était un peu... il y a beaucoup d'outils, il manque le coffre à outils. Fait que si c'est un coffre pour lui, ça va bien aller. Colin, ça me fâche. Tu sais, je parlerai pas de Max Domi avec toi. Pourtant, il était meilleur joueur du Canadien hier. On n'a pas le temps d'en parler. Arthurie Lekonen, je trouve que c'est un héros dans l'ombre. On n'aura pas le temps d'en parler. Lui, il était cœurant. il était cœurant. Regarde, on va se regarder. Mété, j'aurais pas le temps de t'en parler. Petrie, plus capable, j'aurais pas le temps de t'en parler. Là, il me reste Rasmus Dahlin puis Kotkaniemi, puis il te reste 1 minute. Kotkaniemi, je pense qu'on passe vite dessus. Là. Il va jouer sa 10e game demain. On n'en parle plus, c'est terminé. Il reste Rasmus Dahlin. As-tu aimé ce que tu as vu? Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Lui, il va avoir toutes les opportunités du monde. C'est Phil Housley qui est en arrière du banc. Il est dans un excellent environnement pour son développement. C'est une équipe qui, eux autres aussi, se sont présentés avec le début de saison. Regarde, on n'a rien à perdre. On veut juste avancer dans la bonne direction. Puis il est bien entouré. Moi, j'ai bien aimé le jeu de Ristolainen, de McCabe, de Scandella. Il n'est pas tout seul d'un océan. Il y a du monde autour de lui. Il va être capable de définir son rôle, mais tu parles d'une bonne mise en échec, 1 contre 1, là, une bonne mise en échec dans le fond de la glace, ça me semble, c'était sur Métis, justement. Il y a un bon synchronisme là, il se défend bien défensivement. Il joue un petit peu avec de l'arme, puis le patin, puis la vision offensive. Là. Il y a tous les outils, encore une fois. Il va être mis dans une situation pour avoir du succès. Moi, je pense que ça va être une excellente saison, une excellente carrière pour lui. Bruno, ça a passé trop vite. À soir, tu travailles sur la game des Sénateurs face à l'Avalanche? Yes, sir. Puis nous autres, on se rejase la semaine prochaine, sans faute. Alors, on se reparle la semaine prochaine. Salut Martin. Thank you, buddy. Salut Bruno. Bye. Ouais, plusieurs réactions sur Sherbak, évidemment. Je sais que Simon est un fan de Nicolas Sherbak. Tu sais, je veux juste faire une parenthèse. Oui. Tu sais, moi, parenthèse. Je me prends des notes. Puis là, il rouvre la porte. Sherbak, j'ai reçu des appels d'équipe qui s'étaient. Comment tu veux pas que je quitte mon plan de match? Puis je dis, ah oui, qu'est-ce que tu dis sur Sherbak? Absolument. Oui, puis on a juste 1 heure, j'ai pas parlé de Max Domi, j'en parlerai pas. Max Domi était très bon hier. Voilà, fait, 2 buts. 4 buts déjà après sa saison de 9 avec les Coyotes l'an dernier. Oh, très bien. Tu vois, on en a parlé. C'est ça. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, c'était bon. Oui. On va entendre parler de Ryan Poehling dans quelques instants avec Stéphane. Puis je m'en ai dit tantôt, Simon est un fan de Nikita Sherbak. Là. Il écrit sur nos pages. Il écrit sur Twitter, il écrit partout. Puis il dit qu'il est en train de perdre son temps en ce moment. Il pourrait bénéficier en plus de Joël Bouchard. Absolument. Mais c'est parce qu'on peut pas mettre au balotage. Ben non, mais c'est ça. Tu sais, le balotage. Tu peux pas le mettre au balotage parce qu'il y a des Bruno Gervais qui disent aux autres équipes c'était bon, prends-les. C'est ça, exactement. C'est face. Mais non, mais honnêtement, tu sais, le balotage, ça a du bon pour donner une seconde vie. Et on l'a vu avec Delarose, on l'a vu avec Paul Byron, on l'a vu avec... il y a des exemples. Là. Il y en a des bons, il y en a des moins bons exemples. Ouais. Mais c'est sûr que le balotage pour des jeunes joueurs comme ça, qui ne voient pas le jour où est-ce qu'il va fouler la patinoire, c'est un petit peu difficile. C'est un peu plate. Puis présentement, ça doit être frustrant pour le gars. Ben, c'est ça. C'est un peu ça. Ça a été le cas de Tenordi, ça a été le cas de Patron. À un moment donné, le balotage a du bon. Puis dans ce cas-là, ça a du moins bon parce qu'il pourrait se développer, mais il n'y a pas l'opportunité de le faire. Absolument. Quelques réactions aussi par rapport à la formation. Mathieu raillerait de sa formation Andrew Shaw. Pour sa mauvaise attitude, est-ce que tu trouves qu'Andrew Shaw a une mauvaise attitude, Martin? Non, je pense que c'est un gamer, mais qui contrôle mal ses émotions. Moi, j'aimerais juste ça qui lâche des punitions de bâton. C'est-à-dire bâton élevé, accroché. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est ça que je veux plus voir de Andrew Shaw. Je l'ai vu dans la formation contre les Blues de Boston. Là, je sais qu'il y en a qui ont écrit les Blues, c'est pas la même chose. C'est pas grave, c'est une place hostile. Moi, je suis allé en match de concours face aux Flyers. C'est dans l'ADN des Blues. Vous avez beau dire que les Blues, c'est plus rapide, ça fera toujours partie de les Big Bag Bros. Il y aura toujours un petit
Ça sera toujours pas très loin. Donc, j'amène Deslauriers, j'amène également Andrew Shaw. Peut-être Pekka à l'extérieur, on rentre un Hudon. Je trouve que Hudon, il y a un hit factor. J'ai l'impression que le puck qui colle dessus, il se passe quelque chose quand il est sur la glace, Hudon. Ça s'enseigne pas, c'est pas du tangible. Tu l'as même pas dans les stats avancés, mais il se passe quelque chose quand il est là. C'est un peu le cas de peut-être Yoel Armia. On dirait que la rondelle lui colle. Il y a d'excellentes mains. On a un commentaire de Jessica qui dit je descendrais Armia sur la 4, retirerait Shaw et placerait Hudon sur la 3 avec Kotkaniemi et Byron. Je sais pas. Je sais que Armia a marqué hier, il a écopé d'une mauvaise pénalité. Est-ce que c'est son cas aussi? C'est quelqu'un qui contrôle bien la rondelle, pas mal en possession de rondelle, mais provoque peut-être moins de choses en attaque. Ouais, non, mais Armia, c'est. Tu sais, lui aussi, il est cérébral. Tu sais, il va. Puis ça marche pas. Tu sais, quand il est sorti du coin, là, puis il a fait cette brillante passe devant le filet, je ne me souviens plus contre quelle équipe. Je pense que c'était du revers, Saucer en plus. C'était parfait, c'était outstanding, mais des fois, tu sais, il se fait un la rondelle, puis c'est comme, ah non, maudit, mais c'est dommage. Tu comprends-tu? Il y a pas... Lui, là, puis Tortorella s'entendraient pas ensemble. On va dire, on va résumer ça comme ça, ça marcherait pas. Vous avez des questions pour Steph Leroux, ne vous gênez pas. Encore, il y a quelqu'un qui m'a demandé si toutes les Paylings qui étaient dans l'équipe à Ryan étaient reliés ensemble. J'ai tout de suite répondu, parce que c'est quelque chose de connu, c'est des frères. Mais si vous avez des questions pour Stéphane Leroux, qui est allé voir Ryan Poehling, ne vous gênez surtout pas, parce que on l'a en ligne. Salut Stéphane. Salut Martin, j'espère que la ligne est bonne. Moi, j'entends beaucoup de friture. Bon, ben, moi, t'es 10 sur 10, puis même s'il y avait de la friture, j'aime ça, moi, la friture. Steph, t'es allé voir Ryan Poehling hier. J'ai vu ton topo avec la gang de 360. Tu t'apprêtais à voir le match de Ryan Poehling. Ton premier commentaire? Ben écoute, hier, on va être honnête, il l'a dit lui-même après le match, c'était son pire match de la saison. Leur saison est jeune, ils ont fait 5 matchs de jouer au hockey universitaire. Il y avait un but, 4 passes en ses 4 premiers matchs, mais hier, il a été blanchi de la feuille de pointage dans une victoire de 7-0 de son équipe contre Boston College. Tu sais, dans une saison de hockey, des fois, là, tu vois des bons matchs, des fois, tu en vois des moins bons. Hier, c'était sûrement pas un bon, là, d'une façon générale. Et pour Poehling, ben, il n'a pas provoqué grand-chose hier. Il a pas mal joué. Il a fini le match +1, mais il s'est porté sur la feuille de pointage. Son trio n'a pas été le plus dangereux de son équipe. Mais tu vois que c'est un gars qui continue à faire les petites choses. Moi je l'aime beaucoup, Ryan Poehling. J'ai eu la chance de le voir jouer l'an dernier au championnat du monde de hockey junior, au mondial des moins de 18 ans. C'est un gars qui est vraiment là sur le 200 par 100 aux États-Unis, parce qu'on joue ces grandes patinoires. Là, il joue vraiment la game des deux côtés de la patinoire. Puis ça, on veut toujours ça pour un futur joueur professionnel. Hier, on va lui donner un 6 sur 10 pour le match, mettons. Puis après le match, j'étais là pour lui parler. Il boitait un petit peu. Je pense qu'il a mal à l'aine un petit peu aussi. Il n'était pas à 100%. Puis il y avait de la difficulté un peu à marcher après la rencontre. Fait que ça a peut-être joué aussi. Mais somme toute, c'est quand même un bon début de saison pour lui et son équipe. Ils ont 5 victoires, aucune défaite. Et les Huskies de Saint-Cloud State, là, c'est une des bonnes équipes de la NCAA cette année. Ils visent les grands honneurs, ils visent le championnat national. L'an passé, ça s'est mal terminé. Là. Ils ont été éliminés dans la finale régionale. Cette année, on veut faire amende honorable. Et ils ont une bonne équipe. Ça, c'est certain. Là, ils ont une très, très bonne formation au niveau universitaire. Puis hier, Boston College n'était pas là du tout. Là, 7-0 à la maison. Ils se sont fait battre. Alors, pour Poehling, disons, match moyen, dans un bon début de saison pour lui. Là, on a parlé avec son entraîneur aussi, Brett Larson, à la fin du match. C'est un nouvel entraîneur-chef cette année à Saint-Cloud parce que Bob Motzko est parti à Minnesota Duluth, celui qui était l'entraîneur-chef de Poehling au cours des 2 dernières années. Puis le nouveau aime beaucoup. Il dit, quand je jouais contre lui, il était entraîneur adjoint, lui aussi, dans la NCAA. Il aimait beaucoup sa façon de jouer. Là, je le découvre de l'intérieur avec ses qualités de leader et tout ça. C'est sa 3e année avec l'équipe. Alors, aime beaucoup ce genre de joueur-là. Les entraîneurs aiment le genre de joueur qu'est Ryan Poehling. OK. Première chose, physiquement, là, mettons qu'on lit un peu partout, 6 pieds 2, 200, c'est à peu près ça? Tu le regardes-tu dans les yeux? Ah ouais, non, il est plus grand que moi, il n'y a pas de doute. Moi, je mesure 6 pieds, là, il est plus grand que moi. Tu sais, son physique fait penser un peu à Max Pacioretty, dans sa grandeur, sa carrure, là. Mais c'est un homme. Tu vois qu'il prend du corps. Il a juste 19 ans. Il ne faut pas oublier. Là, lui, il joue contre des gars de 21, 22, 23 ans. Là. C'est encore, même si c'est sa 3e année, là, il fait encore partie des plus jeunes. Puis il se développe beaucoup physiquement. Puis pour parler avec lui, là, je prétends pas que je le connais beaucoup. Là. C'est pas quelqu'un que je vois tous les jours. Mais tu vois là, que dans sa façon de se comporter, de répondre,
On était 2 journalistes de Montréal hier qui étaient là après le match. Là, puis tu vois que il prend de la maturité. Là. C'est plus le kid qu'on a rencontré là, au moins de 18 ans là, quand il était un espoir puis qui était allé au combine de la Ligue nationale. Là. Il a pris du coffre autant dans son jeu que dans sa personnalité. OK. Puis dis-moi, j'espère qu'il est dominant dans le cercle des mises en jeu parce que nous autres, c'est un problème qu'on a présentement. Oui, c'est une de ses bonnes facettes. Je n'ai pas les statistiques du match d'hier à ce niveau-là, mais c'est sûr que dans le match d'hier, on ne pouvait pas voir grand-chose non plus parce que l'opposition n'était pas là non plus. Je veux dire, c'est pas le genre de match là, qui est... moi, je l'avais beaucoup aimé avec les Américains au championnat du monde junior l'an passé, où même s'il n'avait que 18 ans et que la plupart des gars avaient 19 ans, il était bon. Puis tu voyais que son entraîneur, c'était le même. C'était l'entraîneur des Américains l'an passé, c'était son entraîneur à Cloud State, Bob Motzko, puis il faisait confiance dans les missions, là, les mises au jeu importantes, puis tout ça. Alors, c'est un gars qui, tu sais, lui, là, comme on sait à Montréal ce qui s'est passé avec McCarron, avec Galchenyuk, on se pose la question, c'est un centre, c'est un ailier avec Jonathan Drouin. Lui, c'est un joueur de centre. Il n'y en a pas de tout. Okay. C'est un vrai joueur de centre. Puis, il ne jouera pas à l'aile, il va jouer au centre, c'est sûr. Okay. Le pire scénario, comme je dis, le pire qui va lui arriver, lui, ça va être le 3e joueur de centre canadien, là, mais ça, c'est dans le pire. T'sais, il va peut-être challenger pour être sur les 2 premiers. T'sais, ça va être quoi la ligne du centre du Canadien? Là? Ça va être Kotkaniemi, Dano, Poehling dans 2 ans, l'an prochain, peut-être. Moi, je pense que Suzuki, éventuellement, ça va plus devenir un ailier qu'un joueur de centre. Alors, tu sais, Poehling, là, le pire cas qui va y arriver, ça va être le 3e joueur de centre. Ben, écoute, moi, j'aimerais ça. Moi, Kotkaniemi, Max Domi, Poehling, Dano, je trouve que ça sonne bien. Ouais, mais tu sais, Domi, c'est peut-être un candidat qu'on va redéplacer à l'aile éventuellement aussi. Tu sais, on va avoir Dano sur une 4e ligne éventuellement. Tu sais, peut-être que on a de la plus de profondeur maintenant. Tu sais, il y a Olafsson en Suède aussi qui va se développer. Puis, faut pas oublier que les Canadiens ont encore 10 choix cette année là, au prochain repêchage. Il peut y avoir une transaction à un certain moment, on ne sait pas, mais Poehling, là, on se posera pas la question. C'est ça que je veux dire. Parfait, c'est vraiment là. Hier, je parlais avec un nouvel entraîneur, puis je disais, l'ancien coach à Saint-Claude comparait beaucoup Poehling à Mikko Koivu, puis à Ryan O'Reilly, ce genre de joueur-là. Puis lui, tout de suite, il m'a dit Mikko Koivu. C'est la meilleure comparaison que lui aussi a fait avec Ryan Poehling. Alors, on voit ce que Mikko Koivu fait là, depuis une dizaine d'années au Minnesota maintenant. Alors, ça peut probablement être ce genre de joueur-là. C'est une bonne affaire que tu aies donné un comparable. Ça faisait partie des questions qu'on a pour toi sur Poehling. On en a beaucoup. Il me reste 3 minutes au show. Stéphane en rafale. Luc puis moi, on bombarde de questions des gens sur Poehling. Luc, vas-y. OK, sur Poehling, est-ce que c'est James qui pose ça comme question? Est-ce que Poehling sera prêt pour le camp du CH l'an prochain en 2019-2020? Le plan là, pour Poehling, ce serait de l'amener à la fin de la saison cette année. T'sais, en principe, il lui reste 1 an universitaire l'an prochain, mais on pense tous là, qu'il ne jouera pas sa 4e année universitaire. Alors, cette année, le championnat américain, le Frozen Four, la grande finale, c'est le 13 avril. Alors, c'est sûr que si St. Cloud va jusqu'au bout, la saison régulière du Canadien finit le 7 avril. Celle du Rocket finit le 13 avril. Alors, est-ce qu'il pourrait s'amener pour d'éventuelles séries éliminatoires autant dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale? Oui, c'est possible. Si jamais, par contre, son équipe trébuche avant, ben là, la finale régionale du Minnesota, dans ce point-là, c'est le 31 mars. Alors, peut-être qu'on pourrait le voir arriver avec le Canadien ou avec le Rocket de Laval en fin de saison. Mais assurément, l'an prochain, il va avoir 20 ans. Là, il va frapper à la porte, c'est sûr. Toujours question, il va en rafale. C'est à choisir entre Poehling et Suzuki. Il y a plusieurs façons de te poser la question. Moi, je la trouve bonne, la question, parce qu'on ne connaît pas Poehling. En plus, si les Canadiens sont dans la course puis ils se font demander un bon jeune joueur, c'est lequel tu laisses partir des deux. Donc, si tu as à choisir entre Poehling et Suzuki, lequel tu prends? Bien, Poehling, c'est le joueur de centre complet qu'on cherche. Tandis que Suzuki, je pense qu'il est plus facile à trouver. Là. C'est un joueur offensif. Moi, je pense que ça va être un ailier. On a tellement de difficultés avec les joueurs de centre. Moi, je pense que si le Canadien ne voudra pas en laisser partir ni un ni l'autre, mais s'il doit en laisser partir un, je pense que je garderais Poehling et je changerais Suzuki. Mais encore là, les deux, on va les voir au championnat du monde junior cette année. Suzuki va jouer pour le Canada, Poehling va jouer pour les États-Unis, mais c'est pas 2 gars pareils. C'est un gars qui joue défensif, offensif versus un gars plus offensif. Moi, je pense que Suzuki, il y en a plus dans le hockey que des Poehling. J'aime ça parce que, à la loterie, on s'était tellement astiné sur joueur de centre ou l'allié Zadina. Puis je te disais, non, ça prend un joueur de centre. Là, je suis content. Là, tu te dis le centre. Ouais, mais c'est l'avenir qui va nous le dire. Le Kotkaniemi dans la Ligue nationale, Zadina dans la Ligue américaine. Dans 5 ans, on va voir qui a eu raison. Si Tkachuk était le meilleur, si Kotkaniemi, si Zadina.
Tu sais, en ce moment, ça paraît bien, mais souviens-toi des débats qu'on avait eus avec David Perron et Pacioretty à l'époque. Tu sais, Perron jouait dans la Ligue nationale, Pacioretty était dans un collège américain. Qui est devenu le meilleur entre les deux, tu sais, c'est ça. Il faut attendre. En ce moment, c'est trop tôt là, pour porter un jugement là-dessus. Ouais, puis Perron, Pacioretty, on ne sait pas encore. Perron vient de se claquer une saison de près d'1 point par match, ce que Pacioretty n'a jamais fait. Non, mais aujourd'hui, est-ce que, mettons là, que Pacioretty, ça va pas bien à Vegas depuis le début de l'année, puis ça n'a pas bien été l'année passée, là, mais il y a 2 puis 3 ans, tu aurais pu échanger Pacioretty pour Perron 1 pour 1. Non, même mais là, si tu ferais pas... David Perron. Et là, tu ferais pas le contraire, parce que Perron, dans les 2 dernières années, a plus d'1 point par match, puis Pacioretty, ça fait... Ben, c'est ça. Tu sais, mais Kotkaniemi en ce moment versus Zadina, là, en ce moment, le Canadien paraît bien. C'est Est-ce clair. que dans 5 ans, ça va être encore le cas? On verra. Jacques pose la question, si vous étiez le directeur général du Tricolore dans une transaction pour amener un défenseur de haut calibre, est-ce que vous laisseriez partir Ryan Poehling? Est-ce qu'il est à ce point... Il faudrait que ça soit un haut calibre, que tu ne perdras pas, que ce ne soit pas un joueur de location. Là. Tu ne laisses pas aller un Poehling pour un joueur de location pour 3 mois. Tu sais, on a déjà laissé aller des espoirs de 2e ou de 3e ronde pour des joueurs de location, mais si tu vas chercher un gros défenseur qui va rester pendant plusieurs années, OK. Mais je pense pas que je le ferais pour un joueur de location. Si Poehling jouait dans le junior, Stéphane, est-ce qu'il serait dominant? C'est pas dominant nécessairement offensivement là, en termes de statistiques et tout ça. Oui, il y aurait peut-être 1 point par match dans ce coin-là, mais il serait surtout bon dans les 2 sens de la glace. Tu sais, je veux dire, il y a un gars dans le junior en ce moment qui joue au Québec, qui s'appelle Benoît-Olivier Gros, qui joue pour Halifax. Tu sais, c'est pas le gars qui a nécessairement le plus de statistiques offensives, mais il joue bien la game des 2 côtés. Tu sais, c'est ça un peu Ryan Poehling. Alors, il ne serait pas nécessairement premier compteur de la Ligue junior majeure du Québec, Ryan Poehling, mais il serait quand même un très bon joueur junior. Là, puis il pourrait jouer pour le Canada aussi. Là. Tu sais, s'il va jouer pour les États-Unis cette année au championnat du monde junior, il jouerait pour le Canada aussi, le Poehling, il n'y a pas de doute. OK, j'aime ça. Plusieurs questions, Stéphane, aussi par rapport à la JMQ, mais ce que je vais faire, puis on le fait chaque semaine, toi et moi, je vais inviter les gens à te poser des questions et à écouter le balado sur la glace que tu fais chaque lundi ou mardi, selon le cas. Là. Mais beaucoup de questions par rapport à Alexis Lafrenière, tout ça. Je pense qu'on pourrait répondre à ces gens-là éventuellement dans ton balado. Une bonne façon de teaser ton On fera ça la podcast. semaine prochaine. Ouais, on fera ça la semaine prochaine. Garde ça en banque, puis on fera ça la semaine prochaine. Excellent, excellent. Toujours le fun, mon Steph. C'est quoi ton horaire pour le reste de la semaine? Ben là, on est à Boston encore cet après-midi là, pour aller faire encore des interventions. Puis en fin de semaine, dimanche, justement, la première joue à Québec. Alors, Rimouski est à Québec. Demain, je vais peut-être essayer d'aller faire un tour au Média 3A. Les Chevaliers de Lévis ont commencé la saison là, vraiment en force. 16 victoires de suite pour partir la saison. Alors, eux aussi, ils jouent à Québec demain. Alors, je m'en vais vers Québec. Demain, Lévis. Dimanche, Québec, probablement. Puis, on continue comme ça. La semaine prochaine, on va rouler aussi. Là, je vais voir les Huskies de Rouyn-Noranda jouer. Je les ai pas vus encore depuis le début de la saison. Alors, on lâche pas. Puis, éventuellement, on va aller voir d'autres espoirs aussi. Là. On va aller faire un tour en Ontario bientôt. Puis, on se promène. On n'a pas le choix. C'est comme ça dans le hockey. C'est le fun de même. Puis hier, il y avait beaucoup de gars de hockey au match. C'est rare un match de la NCAA un jeudi dans la région de Boston. Alors, tous les recruteurs qui sont habitués de couvrir les matchs la fin de semaine, ils sont tous emmenés une journée d'avance. Puis Marc Bergevin était là hier. On a jasé avec pendant la première entraque. C'était de bonne humeur, c'était relax. Puis c'était le fun hier. Là, il n'y avait pas beaucoup de monde dans l'amphithéâtre parce que c'était un jeudi puis les Bruins jouaient à Boston. Mais il y avait beaucoup de gars de hockey là, hier. Bon, là, tu lâches une bombe de même puis tu penses qu'on va raccrocher. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Marc Bergevin? De quoi vous avez jasé? On jasait off-record, mon Martin. Oh, mon tabarouette. OK, donne-moi quelque chose qui se dit, qu'est-ce qu'il met dans son hot dog? Non, mais écoute, il n'y a pas eu de grande révélation. C'est sûr qu'on a parlé de Poehling. Il venait de le voir jouer dans une période, ses observations, puis tout ça. Puis on parlait de d'autres dossiers. Là, c'est sûr que quand il parlait hier, au moment où il parlait, le Canadien tenait 1-0 dans le match. Alors, il était de bonne humeur aussi. C'est sûr que c'est le fun en ce moment. On parlait de la situation des blessés, quand est-ce qu'ils vont venir. On parlait d'Olafsson qui est blessé à Laval. On parlait de choses comme ça. Mais écoute, quand on dit que c'est off-record, on garde ça entre nous autres. Là. C'est correct. En tout cas, off-record... Mais Martin, ouais. La discussion off-record, c'est pas te permettre de comprendre certaines choses. T'aide à comprendre ce qui se passe. Je le sais, Stéphane. Tu sais, hein, les gens nous écrivent beaucoup sur notre messagerie texte, entre autres, beaucoup de compliments pour toi, mais c'est off-record, je peux pas te le dire. OK, ben c'est correct. Ciao, mon chum, amuse-toi, puis on se rejoint bientôt. Merci, salut. Ciao. Tabarnak, je vais essayer.
C'est tout un lien, Martin, que tu es en mesure de faire à la fin d'émission. Ouais, les gens sont contents. Oui. Les gens aiment Stéphane. Absolument. Puis plusieurs questions, merci beaucoup. Puis je vous invite encore une fois à écouter le balado une fois par semaine sur la glace. Stéphane anime ça de main de maître. On va essayer de répondre à vos questions, ce qu'on n'a pas eu l'habitude de faire en cours de route. On fait beaucoup d'entrevues avec des intervenants différents, soit dans la Ligue américaine, dans la Ligue junior majeure du Québec. Je te laisse avec un commentaire de Sylvain qui dit « Cette saison, c'est vraiment particulier. On dirait que rien n'est normal jusqu'à maintenant. Il nomme des points. Les Kings ne gagnent pas. 6 défaites en ligne. 2-7, je pense. Ouais, 2-7-1. 2-7-1, 6 défaites en ligne. Les Peux-tu me dire pourquoi je fais ça par cœur? Ben, je sais qu'ils ont 6 défaites en ligne, puis je sais qu'il y avait 2 victoires. Fait que là, ouais, ça a bien du bon sens. Ouais. Les Hurricanes de la Caroline sont en feu. Le CH dans le carré d'as de l'Est. Steven Stamkos n'a qu'un seul but. Bobrovski garde les buts comme Ron Tugnut. D'ailleurs, Tortorella, le call-out, comme on appelle, là, parler du fait qu'il aimerait ça revoir le bon vieux Bobrovski. C'était pas lui qui était dans le filet hier, d'ailleurs. Max Domi marque des buts. Et c'est à se demander si on était dans le coma 8 ans de temps que la LNH a changé. C'est savoureux comme commentaire. Merci de l'avoir écrit. Je trouve ça très, très drôle. Non, puis encore une fois, on va terminer là-dessus. Là, que les gens qui nous écrivent sont incroyables. Je vais arrêter de dire le mot « outstanding », mais ils le sont. Ils sont 10 sur 10. T'as-tu du fun à faire ce show-là? Absolument. Beaucoup de plaisir. Moi aussi. C'est beaucoup pas forçant. De plaisir. Pas une seconde. C'est quoi que je cherchais? T'as dit quelque chose puis je cherchais une statistique? Parce que les Kings. Les Kings, non, ça non? Je sais. OK. Je m'en souviens plus. OK, c'est pas grave. Luc, gros merci. Simon également, un gros merci. Show complet encore une fois. On a défoncé tabarouette. On essayait de finir ça à 1 heure. Mais tu sais quoi? C'est le fun à ce moment-ci parce que c'est la fin de semaine. Donc, les gens qui n'ont pas pu voir l'émission en direct pourront le télécharger aujourd'hui, demain, dimanche, jusqu'à lundi. Absolument. Gros merci d'être là parce que nous autres, on va être de retour lundi pour une autre édition d'On Jase. Simon, Luc, un gros merci. Gros merci à vous en particulier. Dites-le à vos amis qu'on est là. On se rejase lundi prochain.